Dans une voûte de musée se trouve une lame d'épée forgée en l'an 1200, vieille de 800 ans. Malgré des siècles d'existence, lorsqu'elle est correctement entretenue, cette géométrie de tranchant reste intacte. La structure de l'acier, toujours solide. Maintenant, regardez un couteau de cuisine moderne acheté il y a 6 mois. Utilisé régulièrement, le tranchant s'est déjà replié. Des micro-ébréchures visibles sous le même grossissement. Dans un an, il nécessitera un affûtage professionnel ou un remplacement. Comment est-ce possible? Comment une lame fabriquée avec des outils primitifs et des matériaux inconsistants peut-elle surpasser l'acier moderne de précision de décennies d'utilisation active? La réponse réside dans la métallurgie, la géométrie et une compréhension perdue de ce qui rend un tranchant véritablement durable. Section 1. L'avantage médiéval était réel. Pour comprendre pourquoi les lames médiévales maintenaient leurs tranchants de manière si remarquable, nous devons d'abord reconnaître pourquoi l'acier moderne est optimisé. Lorsque quelqu'un achète un couteau aujourd'hui, il obtient de l'acier conçu pour un tranchant initial et une efficacité de fabrication. La métallurgie moderne peut créer un tranchant si fin qu'il rasera les poils directement en sortant de l'usine. Mais cette perfection est aussi de la fragilité. Sous un microscope électronique, l'apex d'un tranchant de couteau moderne est un coin de métal qui s'amincit jusqu'à disparaître, souvent meulé à 15 ou 20 degrés par côté. Cette précision géométrique permet une performance de coupe initiale incroyable. Elle crée également une structure qui échoue rapidement sous le stress du monde réel. Les forgerons médiévaux ne pouvaient pas créer des tranchants aussi fins, même s'ils le voulaient. Leur acier produit en bas fourneaux, plein d'inclusions de scories microscopiques et de distribution inégale du carbone, ne le permettrait pas, mais voici ce qu'ils ont découvert à travers des siècles d'essais et d'erreurs. Un tranchant plus épais et plus robuste meulé à 30 à 35 degrés, avec une courbe convexe subtile, maintenait en réalité la performance de coupe beaucoup plus longtemps. L'analyse métallurgique moderne a révélé pourquoi. Une étude de 2024 examinant des fragments d'épée médiévale a découvert qu'après traitement thermique, les tranchants atteignaient une microdureté Vickers allant de 500 à 640 HV avec une microstructure martensitique. Mais de manière critique, cette dureté n'était pas uniforme. L'épine dorsale de la lame mesurait significativement plus douce, créant ce que les chercheurs ont décrit comme un équilibre optimal entre dureté et ténacité. C'était la trempe différentielle obtenue grâce à un traitement thermique soigneux. Le tranchant pouvait être assez dur pour résister à la déformation et à l'usure. Le corps de la lame restait assez tenace pour absorber le choc des impacts sans que la structure entière ne devienne fragile et sujette à une défaillance catastrophique. Chaque fois qu'un tranchant moderne mince entre en contact avec une surface dure, une planche à découper, un os, même la céramique d'une assiette, des dommages microscopiques se produisent. Le tranchant se replie ou de minuscules fragments s'écaillent. Ces micro-ébréchures sont invisibles à l'œil nu, mais dévastatrices pour la performance de coupe. Les tranchants médiévaux, avec plus de métal soutenant l'apex, distribuaient ces forces à travers un volume d'acier plus important. La géométrie du tranchant elle-même était une armure contre les abus de l'utilisation quotidienne. Remarquablement, cette intuition n'était pas unique à l'Europe. À mi-chemin à travers le monde, les forgerons japonais ont découvert indépendamment le même principe. En enduisant l'épine dorsale d'une lame d'argile avant la trempe, ils créaient des taux de refroidissement différentiels. Le tranchant exposé, plongé directement dans l'eau, formait de la martensite dure. L'épine dorsale isolée refroidissait lentement, restant flexible. Le résultat était structurellement identique à la trempe différentielle européenne, obtenue par une méthode complètement différente. Deux cultures, séparées par des continents et des siècles, arrivant à la même vérité fondamentale, la meilleure lame n'est pas uniforme, mais composite. Mais la géométrie seule n'explique pas des décennies de service. La métallurgie elle-même était fondamentalement différente. Lire le métal, l'art perdu du test d'étincelles. Avant la spectroscopie moderne et l'analyse chimique, les forgerons médiévaux devaient identifier leurs matériaux en utilisant uniquement leur sens. La compétence la plus cruciale était le test d'étincelles, une technique si sophistiquée que les métallurgistes industriels utilisent encore aujourd'hui des variations de celle-ci. Lorsqu'un forgeron frappait un morceau de métal contre une meule, la pluie d'étincelles révélait la composition de l'acier aussi clairement qu'un rapport de laboratoire. Ce n'était pas une supposition, c'était de la science empirique affinée sur des générations. Le fer forgé doux, avec presque pas de carbone, produisait des étincelles longues et paresseuses. Elles s'éloignaient de la roue, en large ligne, couleur paille d'environ 70 pouces de long, avec presque aucune bifurcation ou éclatement. Ces étincelles brillaient régulièrement, mais sans éclat. Ajoutez du carbone, et tout changeait. À 0,3% de carbone,
Le flux d'étincelles se raccourcissait à environ 55 pouces et commençait à bifurquer. De petits éclats apparaissaient près des extrémités des lignes porteuses, comme de minuscules feux d'artifice. À 0,6% de carbone, acier à teneur moyenne en carbone, les étincelles devenaient touffus et blanc brillant, avec une bifurcation extensive commençant près de la roue. L'acier à haute teneur en carbone, au-dessus de 0,8%, produisait le spectacle le plus dramatique. Le flux d'étincelles était court, seulement 45 à 50 pouces, mais incroyablement dense. Il éclatait en une pluie d'explosions stellaires blanc brillant, chaque ligne porteuse explosant plusieurs fois. Le motif entier commençait directement à la meule. Un forgeron qualifié pouvait distinguer la teneur en carbone à 0,1% près en observant la couleur, la longueur, le volume et le motif d'éclatement des étincelles. Plus que cela, il pouvait identifier d'autres éléments. Le manganèse produisait des éclatements fortement enveloppés avec des superpositions jaunes brillants. Le nickel supprimait les éclatements de carbone, créant des blocs de lumière blanc brillants à la place. Le silicium faisait terminer les lignes porteuses brusquement en éclairs blancs. C'était de la science des matériaux menée par pure observation. Pas d'équation, pas d'instrument. Juste la connaissance accumulée de centaines de forgerons, chacun apprenant à lire le langage des étincelles. Lors du tri de l'acier d'une loupe, un forgeron testait chaque pièce contre sa roue. Le fer doux allait au corps et à l'épine dorsale, où la ténacité comptait. Les pièces à haute teneur en carbone, identifiées par leurs éclatements brillants explosifs, allaient au tranchant, où la dureté était essentielle. Les métallurgistes modernes, utilisant le test d'étincelles aujourd'hui, suivent les mêmes principes que les forgerons médiévaux ont découverts par observation patiente. La physique n'a pas changé. Les étincelles révèlent les mêmes vérités qu'il y a 8 siècles. Section 2. Le génie accidentel de la métallurgie médiévale. L'acier médiéval n'était pas pur. Il n'était pas cohérent. Selon tous les standards modernes, c'était un matériau inférieur. Et pourtant, ces imperfections mêmes créent des avantages que nous avons passé des décennies à essayer de recréer. Le processus commençait avec le fer des marais, des dépôts d'oxyde de fer grattés dans les zones humides. Ce minerai était fondu dans un bas fourneau, une simple cheminée d'argile qui fonctionnait à environ 1200 degrés Celsius. Crucialement, cette température était assez chaude pour réduire chimiquement le minerai, mais pas assez chaude pour faire fondre complètement le fer. Ce qui émergeait était une loupe, une masse spongieuse de particules de fer piégées dans une matrice de scorie vitreuse. Le forgeron passait des heures à marteler cette loupe, la travaillant à chaud, la pliant et la soudant à plusieurs reprises. À chaque cycle de chauffage et de martelage, quelque chose de remarquable se passait au niveau microscopique. Les scories ne se séparaient pas complètement du fer. Au lieu de cela, elles formaient des filaments microscopiques, comme de fines fibres de verre traversant le métal. Ces inclusions de scories créaient une structure interne complexe. Lorsqu'une fissure commençait à se former pendant l'utilisation, elle rencontrait une de ces barrières de scories et était déviée, forcée de voyager latéralement plutôt que de pénétrer profondément dans la lame. Mais le fer des marais contenait un autre avantage accidentel. Le processus de formation des zones humides concentrait naturellement le phosphore dans le minerai. Lorsque ce fer riche en phosphore s'oxydait lentement sur des années d'utilisation, il formait un film dense et stable de phosphate de fer à la surface. Ce revêtement microscopique était non poreux, scellant le métal de l'humidité et de l'oxygène. La lame résistait non seulement à l'émoussement, mais aussi à la corrosion, deux problèmes auxquels l'acier moderne fait face simultanément. Simultanément, le chauffage répété dans un feu de charbon introduisait du carbone dans le fer, mais pas uniformément. Certaines zones absorbaient plus de carbone, devenant de l'acier plus dur. D'autres zones restaient comme du fer tenace à faible teneur en carbone. Le forgeron ne pouvait pas contrôler cela précisément, mais il apprenait à lire le métal grâce aux tests d'étincelles. Les pièces les plus dures et à plus haute teneur en carbone allaient au tranchant. Le fer tenace à faible teneur en carbone formait le corps et l'épine dorsale. Ces matériaux étaient soudés à la forge à chaleur blanche, créant une lame composite. Pas un seul matériau, essayant d'être deux choses, mais deux matériaux chacun faisant ce qu'il faisait de mieux. Cette technique de construction composite apparaissait à travers l'Europe médiévale. L'examen métallographique d'épées de la période révèle systématiquement ce motif, un tranchant dur, montrant souvent des microstructures martensitiques ou perlitiques indiquant une teneur élevée en carbone et un traitement thermique, soutenu par un noyau plus doux et plus tenace. Mais il y avait un matériau encore plus sophistiqué, circulant à travers les réseaux commerciaux médiévaux. Au-delà des épées, les outils qui ont construit des civilisations, alors que les épées capturent l'imagination, la rétention du tranchant médiéval comptait le plus dans les outils utilisés chaque jour. Une lame de faux d'un fermier, un fer de rabot de charpentier,
une hache de bûcheron, un couperet de boucher. Ces outils faisaient face à des abus qui détruiraient une épée en quelques heures. Considérez la tête de hache médiévale. Les preuves archéologiques des ateliers de l'ère viking et médiévale révèlent des techniques de soudage à la forge adaptées spécifiquement pour cet outil brutal. Le corps de la hache était façonné en fer forgé doux qui pouvait absorber le choc de frapper du bois des milliers de fois. Ensuite, un coin d'acier à haute teneur en carbone était inséré dans une fente au tranchant et soudé à la forge précisément à 1000 degrés Celsius. La pression économique pour la qualité était encore plus forte qu'avec les armes. Un chevalier pouvait utiliser son épée une douzaine de fois dans sa vie. Un charpentier utilisait ses outils chaque jour pendant 30 ans. Une hache qui perdait son tranchant après 6 mois signifiait des revenus perdus, des projets échoués, du bois gâché. Les collections de musées contiennent des fers de rabots d'atelier anglais du XVe siècle qui, lorsqu'ils sont examinés au microscope, révèlent 7 couches distinctes d'acier dur et doux alternés. Chaque couche était optimisée pour des contraintes spécifiques que l'outil rencontrerait. La couche la plus externe, assez dure pour tenir un tranchant. Les couches internes, progressivement plus douces pour absorber les vibrations et empêcher la fissuration. Ce n'était pas décoratif. C'était de l'ingénierie à un niveau intuitif que nous avons du mal à égaler avec la modélisation informatique. Une tête de hache médiévale forgée vers 1300 pouvait servir 3 générations. Les forgerons de reproduction moderne, qui suivent les techniques traditionnelles, rapportent que leur hache nécessite un affûtage beaucoup moins fréquent que les équivalents fabriqués en usine. Un forgeron suédois, utilisant des méthodes précises de la période, a documenté une tête de hache qui maintenait un tranchant fonctionnel à travers 25 000 frappes lors de travaux de bois avant de nécessiter une attention. La différence n'était pas seulement la compétence, c'était de l'acier conçu dès le début pour récompenser l'entretien et résister aux contraintes spécifiques que chaque outil affronterait. Un couperet de boucher avait une composition d'acier différente d'une herminette de menuisier. Une lame de faux était trempée différemment d'un couteau. Les artisans médiévaux comprenaient quelque chose que nous avons oublié à l'ère des qualités d'acier universelles. Il n'y a pas un acier optimal, il y a seulement de l'acier optimisé pour un travail spécifique. Section 3. Le secret des nanotubes de carbone. Pendant des siècles, un type particulier d'épée a déconcerté les historiens. Les lames Ulfbert, épée de l'ère viking portant l'inscription Plus VLF BBRH plus T, étaient faites d'acier si pur et si riche en carbone qu'il semblait impossible pour l'époque. La qualité ne serait pas égalée dans la production européenne pendant encore 800 ans. Le secret était l'acier de creuset, importé d'Inde et du Moyen-Orient, où il était connu sous le nom de Woods. Contrairement au processus de bas-fourneau, cette méthode impliquait de faire fondre du minerai de fer avec des matériaux riches en carbone, y compris des fibres végétales spécifiques, dans un creuset d'argile scellée. Le résultat était un lingot d'acier homogène à haute teneur, en carbone d'une qualité extraordinaire. Lorsque cet acier était forgé et refroidi lentement, quelque chose d'extraordinaire se produisait au niveau moléculaire. En 2006, des chercheurs de l'Université technique de Dresde ont analysé un sabre de Damas du XVIIe siècle et ont fait une découverte surprenante. La lame contenait des nanotubes de carbone. Ce sont des structures moléculaires que les scientifiques des matériaux n'ont découvertes qu'à partir des années 1990. Les forgerons anciens créaient de la nanotechnologie accidentellement. Les nanotubes se formaient pendant le processus de refroidissement lent, catalysé par des éléments traces dans le minerai, vanadium, chrome, manganèse, cobalt et nickel. Ces structures microscopiques encapsulaient des nanofils de cémentite, un composé de carbure de fer extrêmement dur. Le résultat était un matériau composite à l'échelle nanométrique. La malléabilité des nanotubes de carbone compensait la fragilité de la cémentite à haute teneur en carbone. La lame pouvait être incroyablement dure, capable de tenir un tranchant exceptionnel, tout en restant assez flexible pour absorber les impacts sans se briser. Cela explique les propriétés légendaires de l'acier de Damas. Ces lames combinaient des niveaux de dureté qui auraient dû les rendre fragiles avec une ténacité qui aurait dû nécessiter de l'acier plus doux. Le secret était la science avancée des matériaux, obtenue grâce au contrôle minutieux des conditions de fusion et de la composition des éléments traces. Les tentatives modernes pour recréer le véritable acier de Damas n'ont largement réussi qu'en imitant délibérément ces conditions. Utiliser de l'acier avec des éléments traces spécifiques, des cycles de refroidissement lent et un cyclage thermique pendant le forgeage. Si vous réalisez à quel point la métallurgie médiévale était vraiment sophistiquée, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Nous sommes proches de 100 000 abonnés et votre soutien nous aide à continuer à découvrir cette connaissance oubliée. La chimie de la formation des carbures,
Les nanotubes de carbone dans l'acier de Damas étaient extraordinaires, mais ils n'étaient pas le seul avantage microscopique. L'analyse moderne a révélé quelque chose d'aussi important qui explique pourquoi certaines lames médiévales semblaient maintenir leur tranchant presque indéfiniment. Des quantités traces de vanadium, souvent juste 0,005% en poids, agissaient comme un catalyseur pendant le processus de refroidissement lent. Lorsque l'acier se solidifiait, ces atomes de vanadium se liaient avec le carbone pour former des particules de carbure de vanadium extrêmement dures, distribuées dans toute la matrice. Ces carbures sont significativement plus durs que l'acier environnant. Lorsque la lame est affûtée, ils dépassent légèrement du tranchant, comme des dents microscopiques incrustées dans la matrice plus douce. Pendant la coupe, l'acier plus doux autour d'eux s'use en premier, mais les carbures restent, maintenant la capacité de coupe du tranchant, même lorsque la géométrie globale change. Cela créait ce que les métallurgistes modernes appellent un tranchant auto-entretenu. La lame ne s'affûtait pas vraiment elle-même, mais la structure de carbure signifiait que même lorsque le tranchant s'usait à l'usage, il maintenait la performance de coupe beaucoup plus longtemps que l'acier homogène. L'analyse archéologique des lames médiévales a trouvé des formations de carbure similaires à partir d'autres éléments traces. Le chrome, présent naturellement dans certains minerais de fer, formait des carbures de chrome avec des propriétés similaires. Le manganèse créait ses propres structures de carbure. Chacun contribuait à la rétention du tranchant de manière légèrement différente. Le forgeron médiéval ne comprenait pas la chimie des carbures. Il savait simplement que le fer fondu, provenant de certains gisements de minerais, tenait un tranchant mieux que d'autres. Le minerai des mines suédoises était prisé à travers l'Europe, non pas à cause d'une technique de fusion supérieure, mais parce que la géologie fournissait naturellement des éléments traces bénéfiques. Des routes commerciales se sont développées spécifiquement pour déplacer de petites quantités d'acier de haute qualité entre les régions. Les marchands arabes transportaient des gâteaux de Woods indiens à Damas non seulement pour le profit, mais parce que les forgerons reconnaissaient que cet acier particulier, avec sa composition spécifique d'éléments traces, produisait des lames d'une qualité exceptionnelle. C'était de la métallurgie empirique au plus haut niveau. Sans microscope ni analyse chimique, les forgerons médiévaux identifiaient, valorisaient et échangeaient des matériaux basés purement sur la performance. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi le fer suédois faisait de meilleurs outils que le fer anglais, mais des siècles d'expérience prouvaient que c'était le cas. Pourquoi l'analyse moderne a révélé la réponse? Une teneur en vanadium de 0,004 à 0,006% dans le minerai suédois, contre 0,001 à 0,002% dans la plupart des gisements anglais. Cette minuscule différence, invisible à tout test médiéval, résultait en une rétention du tranchant dramatiquement supérieure. Section 4. Pourquoi les lames modernes sont conçues différemment? L'acier moderne est objectivement supérieur à bien des égards. Nous pouvons contrôler la teneur en carbone à 3 décimales près. Nous pouvons ajouter des quantités précises de chrome pour la résistance à la corrosion, de vanadium pour la résistance à l'usure, de molybdène pour la ténacité. Par toutes les mesures de pureté et de cohérence, l'acier moderne est meilleur. Alors pourquoi s'émousse-t-il plus rapidement? La réponse est économique, pas technique. L'acier de couteau moderne est optimisé pour un tranchant initial et la facilité de fabrication. Une usine peut meuler une lame à un tranchant de rasoir en utilisant des systèmes automatisés en quelques minutes. Cette lame fonctionnera exceptionnellement bien dans les premières semaines d'utilisation. Ensuite, elle se dégrada rapidement. Ce n'est pas un échec, c'est un choix de conception. Un couteau qui s'émousse en 6 mois est un couteau qui sera remplacé en 1 an. Le processus de fabrication est si efficace que le remplacement est abordable. Des priorités d'optimisation différentes créent des résultats différents. L'économie médiévale fonctionnait différemment. Une lame de qualité pouvait coûter 1 mois de salaire. Ce couteau ou cette épée était un investissement destiné à durer toute une vie et à être transmis. Les apprentissages de 7 ans, les normes de qualité des guildes, les techniques de construction composite élaborées, tout cela n'avait de sens économique que dans un système où les outils étaient censés durer des décennies. De plus, la géométrie des lames modernes est optimisée pour les cibles molles. Un couteau de cuisine avec un tranchant de 15 degrés glisse à travers les légumes et la viande avec une résistance minimale. Ce même tranchant serait ruiné instantanément par les contraintes qu'une lame médiévale rencontrait. Frapper d'autres métaux, couper à travers l'os et les tendons, résister aux impacts pendant le travail lourd. Le meulage convexe utilisé par les forgerons médiévaux fournissait une résistance progressive. Alors que la lame coupait plus profondément, plus de tranchants entraient en contact, distribuant la force sur une zone plus grande. Sous un microscope, ces tranchants apparaissent presque grossiers par rapport au meulage de précision moderne.
Mais grossier n'est pas la même chose qu'inférieur. Cette géométrie apparemment peu sophistiquée était le résultat de siècles de raffinement empirique, optimisant pour la longévité plutôt que la performance initiale. La pièce finale du puzzle était l'entretien. Section 5. Le rituel oublié de l'entretien du tranchant. Les armes et outils médiévaux ne restaient pas tranchants sans effort. Ils nécessitaient une attention constante. Mais l'acier récompensait cette attention de manière que l'acier moderne ne fait souvent pas. Un guerrier en campagne portait plusieurs pierres à aiguiser. Après toute utilisation significative, il effectuait un rituel qui variait selon le type de lame et son objectif. Le processus n'était pas aléatoire. C'était une connaissance systématisée transmise de maître à apprenti. Pour une épée ou un couteau de combat, la progression était standard. D'abord une pierre grossière, environ 400 grains, pour remodeler tout dommage et enlever toute partie repliée du tranchant. L'angle était maintenu à 30 degrés par côté, mesuré au toucher et par mémoire musculaire. 10 passages par côté, travaillant de la base à la pointe. Ensuite, une pierre moyenne, peut-être 800 à 1000 grains, pour affiner la géométrie du tranchant. 20 passages par côté au même angle, avec une pression plus légère. L'objectif n'était pas d'enlever du métal, mais de lisser les rayures laissées par la pierre grossière. Enfin, une pierre fine, 2000 grains ou plus, pour polir et finir le tranchant. 30 passages par côté avec une pression minimale, presque en passant contre la pierre. Le résultat était un tranchant qui pouvait raser les poils, mais restait assez robuste pour le combat. Mais l'affûtage des outils suivait des règles différentes, car les outils affrontaient des contraintes différentes. Un fer de rabot de charpentier nécessitait un polissage beaucoup plus fin qu'une hache. Le fer de rabot pouvait recevoir 50 passages sur une pierre de 4000 grains pour obtenir une finition miroir, car toute marque de rayure se transférait au bois en cours de rabotage. Une hache, inversement, était affûtée seulement à 1000 grains. Le tranchant légèrement plus rugueux mordait dans les fibres du bois de manière plus agressive. Surpolir un tranchant de hache réduisait en fait la performance de coupe. Les bûcherons médiévaux le savaient par expérience bien avant que la science des matériaux n'explique pourquoi. Une lame de faux recevait le polissage le plus fin de tout outil agricole, souvent à 3000 grains ou plus. La lame devait trancher à travers les tiges d'herbe proprement sans déchirer. Un tranchant rugueux se coincerait dans la végétation. Les fermiers affûtaient les faux dans le champ plusieurs fois par jour pendant la récolte, portant de petites pierres à aiguiser spécifiquement pour cette raison. Les bouchers entretenaient les couperets différemment des couteaux à désosser. Le couperet, destiné à couper à travers l'os, était meulé à 25 degrés par côté avec seulement 600 grains de polissage. Robuste et agressif. Le couteau à désosser, nécessitant de naviguer entre les articulations, était meulé à 20 degrés avec 2000 grains de polissage. Plus fin et plus délicat. Voici l'intuition critique. Les microstructures de l'acier médiéval répondaient exceptionnellement bien à ce type d'affûtage fréquent et progressif. Les distributions complexes de carbure, les filaments de scorie, la stratification composite, tout cela créait un matériau qui pouvait être répétitivement aiguisé jusqu'au tranchant sans perdre de métal significatif ou dégrader la structure sous-jacente. L'acier homogène moderne, particulièrement les alliages inoxydables très durs, est plus résistant à ce type d'entretien. Le tranchant initial extrêmement fin est difficile à recréer en dehors des conditions d'usine. De nombreuses tentatives d'affûtage à domicile endommagent en fait les lames modernes plus qu'elles n'aident, enlevant trop de matériaux ou créant des biseaux inégaux. Le forgeron médiéval concevait son acier pour être entretenu. L'usine moderne conçoit l'acier pour être remplacé. Section 6. Ce que cela signifie pour vous, la légende des lames médiévales qui ne s'émoussaient jamais n'est pas entièrement fausse. Elle est incomplète. Ces lames maintenaient leur performance de coupe pendant des décennies parce qu'elles étaient optimisées pour la rétention du tranchant à travers tous les aspects de leur construction, géométrie, trempe différentielle, structure composite, formation de carbure et matériaux qui récompensaient l'entretien. La technologie moderne n'a pas échoué, elle a simplement optimisé pour des valeurs différentes. Tranchant initial plutôt que longévité, efficacité de fabrication plutôt que durabilité, remplacement plutôt que réparation. Pour ceux qui veulent des couteaux qui durent, les leçons sont claires. Recherchez des lames avec une géométrie de tranchant robuste, des meulages plus épais dans la gamme de 25 à 30 degrés. Recherchez des aciers qui répondent bien à l'affûtage, souvent des aciers simples à haute teneur en carbone plutôt que des alliages inoxydables exotiques. Prêtez attention à la composition des éléments traces. Les aciers avec de petites quantités de vanadium ou de chrome tiendront les tranchants plus longtemps que l'acier pur à haute teneur en carbone. Plus important encore, adoptez la mentalité médiévale, une lame n'est pas sans entretien. C'est un outil qui récompense les soins.
Apprenez la progression d'affûtage appropriée pour l'objectif spécifique de chaque outil. Une hache ne s'affûte pas comme un couteau. Un fer de rabot ne s'entretient pas comme un couperet. Le vrai secret du forgeron médiéval était de comprendre l'acier qui, lorsqu'il est correctement fabriqué et correctement entretenu, pouvait servir des générations. Cette connaissance, construite à travers des siècles de raffinement empirique, représente une sophistication que nous commençons seulement maintenant à pleinement apprécier grâce à la science moderne des matériaux. Le choix auquel nous faisons face n'est pas entre médiéval et moderne. C'est entre des outils conçus pour la permanence et des outils conçus pour le remplacement. Les deux ont leur place, mais comprendre la différence nous permet de choisir judicieusement. Si cela a changé votre façon de penser aux outils que vous utilisez, assurez-vous d'être abonné. Nous déterrons plus de technologies oubliées qui remet en question ce que nous pensons savoir sur le passé. Et si vous voulez comprendre pourquoi même quelque chose d'aussi simple que des clous est devenu un luxe qui a façonné la construction médiévale, regardez la vidéo à l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé.